Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live consacré au budget européen et aux négociations en cours sur le futur cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034. Nous sommes ensemble pour 30 minutes avec, comme toujours, un regard, une obsession. Vous proposez l'information la plus utile possible. 30 minutes donc pour tenter de répondre à plusieurs questions. Qui défend quoi sur la taille du prochain budget européen et son financement? Comment se positionne le Parlement européen dans ce débat? Quelles sont les grandes étapes à avoir en tête? Ces questions, mais bien sûr, comme à chaque fois, les vôtres. Alors allez-y, n'hésitez pas à les poser dès à présent dans le chat. On va se concentrer ce matin sur le volet politique des négociations. On ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, techniques de chaque ligne budgétaire. Je vous invite à vous plonger dans nos briefings quotidiens, nos verticales thématiques pour connaître tous les détails éventuellement concernant les programmes qui vous intéressent. Avec moi aujourd'hui, une journaliste de Contexte Pouvoir à Bruxelles en plateau, Sophie Dupuis. Bonjour Sophie. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Sophie, tu couvres ce cadre financier pluriannuel pour Contexte depuis sa présentation officielle, hein. C'était il y a presque un an, jour pour jour, un 16 juillet. Alors depuis, Antonio Costa, notamment le président du Conseil européen, a fixé un objectif, conclure un accord final d'ici décembre 2026, autant dire demain. Dans un entretien à Contexte, il a confirmé cet objectif. Question: à 1 milliard d'euros pour commencer notre première partie. Est-ce que ce calendrier, Sophie, semble réaliste? C'est encore difficile à dire, en tout cas on peut dire qu'il est très ambitieux et on peut le comparer notamment à ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, la Commission avait présenté ses propositions au printemps 2018 et les négociations ne s'étaient finalisées que fin 2020, même si on avait eu un accord en juillet 2020 très important. Mais en tout cas, on peut dire que ça avait duré plus de 2 ans. Là, en plus, on est avec des enjeux très compliqués. Donc, 1 an et demi, ça ne va pas être facile, c'est sûr. Alors, Antonio Costa, il a l'air de tenir quand même oui, oui. à cette deadline, comme on dit en mauvais français, fin Oui, 2026. oui, il y tient. Pourquoi? Il nous l'a expliqué hein, dans cette interview qu'il nous a donnée il y a quelques mois. D'abord, il explique que ce nouveau CFP comporte beaucoup de nouveautés. On en reparlera plus tard, notamment la structure qui est complètement revue. Pour mettre en œuvre ces nouveautés, il faut laisser le temps aux institutions européennes, mais aussi aux autorités nationales pour la bonne mise en œuvre du prochain CFP dès le 1er janvier 2028. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est plus politique. C'est que 2027 sera une année électorale, on le sait, non seulement en France, Hmm. mais aussi en Italie. On aura également des élections en Pologne, probablement en Espagne également. Et le président du Conseil européen craint que cette année électorale vienne parasiter des négociations qui sont déjà très compliquées. En off, plusieurs sources disent que ce qui motive le Conseil européen, le président du Conseil européen, c'est aussi cette peur que le Rassemblement national accède au pouvoir en France et qu'il vienne complètement bloquer les négociations. Alors, malgré toute cette pression exercée par Antonio Costa, Ouais, ce ne qui est sera quand pas même très forcément forte. facile. Certains États disent déjà non, non, pour nous, le calendrier, c'est pas le plus important. Ce qui est important, ce sont nos lignes rouges et on ne va pas céder pour une histoire de calendrier. Et c'est ce qu'a dit notamment la France. Alors pour tenir ce calendrier très ambitieux, comme tu nous l'expliques, la présidence chypriote du Conseil de l'UE, qui va se clore hein, d'ici quelques semaines, va présenter ce qu'on appelle une négo-box, un document de négociation. Alors on l'attend pour le 10 juin. Au départ, c'était plutôt cette semaine. Finalement, ça a glissé un peu. Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait contenir cette négo-box? Alors, peut-être juste une précision. Cette négo-box, elle va être produite juste avant un moment très important, un sommet européen qui a lieu les 18 et 19 juin, où pour le coup, l'idée, c'est que les États membres puissent débattre du contenu de cette négo-box. Oui, et pour la première fois, on va débattre de manière approfondie sur les Hmm. chiffres. Donc, on n'a pas encore d'indication très précise sur ce qu'il y aura dans la négo box. Déjà, on a
une date approximative. Ce sera pour la semaine prochaine, aux alentours du 10 juin. Et comme vous le disiez, comme tu le disais, Lucille, c'était d'abord pour fin mai, puis pour Mmh. début juin. On sait que ce sera une négobox avec des chiffres, avec des propositions de montants pour la première fois, parce que la précédente présidence du Conseil de l'UE, la présidence danoise, s'était concentrée sur la structure. Donc là, les Chypriotes vont venir avec des propositions de montants à la fois pour l'ensemble Mmh. du budget, pour le volet dépenses, comme pour le volet recettes, dans le détail également. Et c'est sur cette base que les chefs d'État et de gouvernement vont débattre pendant leur sommet du 18 et 19 juin, et qu'ensuite la suite des négociations sur les chiffres pourra Mmh. se poursuivre. Alors, est-ce que, on peut rappeler un peu les montants globaux sur lesquels la commission s'était positionnée, en juillet, l'ampleur, générale de ce CFP, à date? Parce que ce qui est marrant, marrant en tout cas jusqu'à présent dans les négobox, effectivement, les chiffres étaient, laissés pour, vide, quoi. Oui, on avait simplement soit des pourcentages entre Mmh. crochets ou des X à la place des chiffres jusqu'ici. Donc la proposition de la commission de juillet dernier, c'est un CFP qui a une taille inédite, Mmh. a défendu la commission, de 1800 milliards d'euros en prix constant, donc près de 2000 milliards en prix courant. Mmh. C'est les chiffres qu'a avancé la commission. Après, un Mmh. chiffre à relativiser parce que dedans, on a le remboursement de la dette contractée pour financer le plan de relance post-Covid. Voilà, donc un Et montant inédit. Évidemment, cette proposition, elle a été analysée par Contexte il y a un an, donc je vous invite évidemment à relire nos contenus sur ce point. ce qu'on peut Une peut-être précision, oui, juste Sophie. ajouter sur la négobox qu'on attend de la présidence chypriote Mm, la semaine prochaine, c'est qu'a priori, la présidence chypriote va aller sur des coupes. On ne va pas aller sur une augmentation de ce qu'a proposé mm, la Commission européenne, mais plutôt sur des coupes. Et on partirait plutôt sur des coupes légères pour trouver un juste milieu entre les pays qui sont globalement satisfaits, parce qu'il y en a des pays globalement satisfaits du montant, et d'autres pays, notamment les frugaux, qui veulent un budget bien inférieur à celui proposé par la Commission. donc des coupes légères, c'est ce qu'on retient a priori de l'analyse de Sophie au plus près du terrain, comme à chaque fois. Au-delà des chiffres, Sophie, ce que tu m'expliquais en préparant ce live, c'est que la négobox se contente pas de mettre des chiffres dans des cases en blanc ou à la place des petits XXX. Elle doit traiter aussi d'autres sujets qui restent sensibles, sujets plus transversaux qui n'ont pas été encore à arbitrer. Ce n'est pas le seul sujet qui est en suspens en la matière. Oui, et déjà, il faut peut-être commencer par rappeler qu'une négobox, c'est un document informel, ça ne grave rien dans le marbre. Mm. Donc même si on a eu une négobox sous la présidence danoise en décembre dernier, ça peut encore bouger, il y a des choses qui peuvent encore évoluer. Il faudrait surveiller, au-delà des chiffres, effectivement, si la structure bouge un peu, à quel point la présidence chypriote va toucher à cette structure, peut-être pour protéger davantage la politique agricole commune ou la politique de cohésion. C'est que c'est deux grands sujets sensibles dans la nouvelle structure Mm. du CFP. Il faudra voir aussi ce que la présidence chypriote fait des deux instruments de prêt, qui sont Mm. ces deux instruments d'emprunt, de prêt aux États membres, pardon, qui sont prévus par la Commission européenne et qui sont très controversés, notamment chez les États frugaux. Et il faudra aussi voir d'autres questions, peut-être plus précises, comme celle liée au fonds de compétitivité. Il y a une question qui oppose les États Mm. entre ceux d'un côté qui défendent un critère d'excellence pour l'attribution des fonds du Fonds pour la compétitivité, d'autres qui défendent l'introduction d'un critère géographique pour que Alors tout le monde juste en bénéficie. sur ce point précisément, qu'est-ce qu'on entend par critère d'excellence? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il y a derrière ce vocable-là? Oui, c'est-à-dire d'attribuer des fonds aux entreprises vraiment en pointe, Mm. aux entreprises qui vont innover. Et donc, les pays, on va dire peut-être moins
en pointe, moins développées de l'Union européenne, craignent que ces fonds leur échappent et veulent introduire un critère géographique. La présidence chypriote a déjà laissé voilà, un peu dévoiler ses cartes et on sait qu'elle va essayer de trouver un entre-deux, mais qui va quand même entériner le critère d'excellence. Voilà, la recherche d'une position d'équilibre. Ce document, il sert aussi à tester des options sur des sujets de friction entre États membres et notamment l'un de ces sujets de friction, c'est les nouvelles ressources propres. Sur ce sujet précisément, Sophie, comment les États se positionnent-ils? Quelles sont les grandes lignes de fracture à date? C'est un sujet récurrent de tension, de négociation, de débat au sein du Conseil. Ouais, sujet récurrent et sujet clé en plus pour ce cadre financier pluriannuel. La Commission en fait vraiment voilà, la clé du financement de ce budget d'une taille inédite. Alors du côté des États, déjà pour commencer, la France est on va dire le pays moteur même pour cette question des ressources propres, parce que pour la France, c'est une solution pour avoir pour avoir un budget ambitieux sans peser sur les finances nationales. Oui, on sait que la mm, situation budgétaire oui. française est quand même extrêmement compliquée. En ce moment, on va avoir un débat budgétaire à l'automne en France. Donc, on imagine mal la France aller défendre des positions un peu différenciantes de ce point de vue-là. Oui, donc ça lui permet d'assumer un budget européen ambitieux tout en disant ça ne va pas peser sur notre contribution nationale, sur notre budget national. Comme la France, on a globalement, schématiquement, on va dire que les pays de la cohésion, donc les pays, les amis de la cohésion, les pays qui bénéficient le plus de la politique de cohésion sont assez favorable aux nouvelles ressources propres parce que ça permet justement de maintenir ce budget de la politique de cohésion. À l'inverse, les pays frugaux sont traditionnellement hostiles aux nouvelles ressources propres parce qu'ils les considèrent un peu automatiquement comme de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, et dans la culture des frugaux, tout ça est simplement insupportable. Une petite précision peut-être, est-ce qu'on a un exemple de qui on met dans les amis de la cohésion, qui on met dans les pays frugaux, pour ceux qui vraiment ne connaissent pas du tout ces clubs? Oui, bien sûr. Donc, dans les Amis de la Cohésion, je crois qu'ils sont. C'est un club assez défini. Ils sont 17. Et donc, on a surtout des pays du centre, de l'Est et du Sud de l'Europe. On a la Pologne qui bénéficie énormément de la politique de cohésion. On a le Portugal. On a la Roumanie. On a certains. On a la Croatie. Enfin, on a voilà, ces pays. Alors, côté frugaux, les frugaux traditionnels, on va dire le frugal. Le plus frugal des frugaux, ce serait la Suède. On a également l'Autriche. Anciennement, on avait le Danemark, mais c'est un petit peu plus compliqué maintenant. On y reviendra peut-être plus tard sur cette redéfinition des équilibres. Oui, tout à fait. Et pour finir sur les ressources propres, au-delà de ces grands clubs, ensuite, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus nuancé, parce que chaque État va faire ses calculs et chaque État a des ressources propres qui risquent de peser un peu plus sur lui que sur les autres. Donc chacun sa bête noire. Par exemple, pour la Pologne, c'est ETS, le marché du carbone. Pour la Pologne, pas question d'utiliser les fonds ETS pour le budget européen. Et il y a un ennemi commun, tu m'expliquais ça en préparant ce live, la ressource propre corps sur les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est dans la proposition donc, de la Commission, dans la proposition de décision sur les ressources propres. Et c'est un prélèvement annuel sur les grandes entreprises avec un chiffre fixé. Pour les États, vraiment, mais c'est vraiment une appréciation globalement partagée. C'est pas acceptable parce que ça va à l'encontre, selon eux, de l'objectif de compétitivité, de renforcement de la compétitivité. Qui est un des objectifs européenne. majeurs aussi de la Commission dans ce nouveau mandat d'Ursula von der Leyen. Avant de prendre vos questions, on va finir sur ce point, les ressources propres. Alors lui, le Parlement a déjà fait un travail de fond, il s'est déjà prononcé. Qu'est-ce qu'il a mis sur la table de son côté? Donc le Parlement a adopté un rapport sur le cadre financier pluriannuel pour fixer les grandes lignes de sa position. Ce rapport a été adopté en avril. Mais attention, sur les ressources propres, le Parlement n'a qu'un rôle consultatif. Donc il peut impulser des idées, mais il n'est pas du tout dans la négociation, il n'est pas du tout décisionnaire. Et donc dans ce rapport-là d'avril, le Parlement, justement,
comme cette ressource propre core dont on vient de parler est très Mm. controversée, il propose de nouvelles pistes, en particulier une taxe sur les services numériques, sinon une taxe sur les cryptoactifs ou une taxe sur les jeux de hasard et les paris en ligne. Sur cette base, la Commission vient de rendre une estimation, un travail technique Mm. qu'elle a fait pour évaluer ce que rapporterait chacune de ces ressources propres. Et donc ça, on l'a révélé dans le contexte la semaine dernière. Et sujet notamment suivi par les journalistes de Contexte Tech à Bruxelles, Léo Litthout, Marie-Colin. N'hésitez pas évidemment à lire leur briefing. Avant de passer à notre deuxième partie, je vais prendre quelques-unes de vos questions. Alors la première de Mélanie, est-ce que les États membres ont pris position sur le programme LIFE, montant dédié programme à part, ou suivre la position de la Commission? Alors je serais tentée de vous renvoyer à la lecture. On ne veut pas éluder vos questions évidemment, mais c'est très compliqué d'avoir une connaissance encyclopédique de chaque ligne dans le MFF. Sur Life, c'est Contexte Environnement qui suit précisément l'avenir de Life. Sophie, je ne sais pas si toi, tu as une vision sur Life ou c'est quelque chose dont tu as entendu parler. Oui, oui. Alors j'allais renvoyer aussi à Voilà. Contexte Environnement. On connaît maintenant la position du Parlement qui demande voilà, une sanctuarisation, notamment dans le fonds de compétitivité, mais aussi dans la facilité enfin, du CFP, qui est dans le premier pilier à côté des plans nationaux, pour avoir un maintien de l'enveloppe LIFE par rapport à la période actuelle. Donc on connaît la position du Parlement. Je pense que ce sera quelque chose à surveiller dans la négo box qui sera partagée la semaine prochaine. Mais effectivement, les expertes du Fonds Live, c'est les journalistes de Contexte Environnement. Merci beaucoup, Sophie. Deuxième question, question d'Elsa. Quelle prise en compte de l'élargissement à l'Ukraine dans les débats sur le prochain CFP, notamment concernant le budget de la PAC? Alors, évidemment, c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément de réponse à Elsa de ce point de vue-là? Est-ce que l'Ukraine et sa potentielle adhésion a une incidence quelconque sur les négociations de ce cadre financier 2028-2034 à ce jour? Oui. Alors, moi, je n'ai pas particulièrement suivi ce point. De mémoire, le cadre financier pluriannuel prévoit, en cas d'adhésion, une renégociation, une révision en tout cas du cadre financier pluriannuel. Donc là, on négocie à ce stade, selon moi, À périmètre constant. À périmètre constant à 27. À 27. Et c'est déjà pas mal. Dernière question de Paul. Je mets Sophie sous le feu roulant de vos questions. Bonjour, quelle est la position des États membres concernant le FSE? Le Parlement semble favorable à une sanctuarisation de ce budget. J'imagine que la question, évidemment, c'est tout à fait la question. Quid des États membres? Est-ce qu'ils ont pris position? Est-ce que c'est quelque chose qui va être intéressant à observer? Oui, ça va être très intéressant à observer parce qu'effectivement, côté Parlement, c'est vraiment un marqueur. Ça a été le SND, le groupe des socialistes et démocrates, qui s'est vraiment très engagé dans la négociation au Parlement européen pour défendre un budget sanctuarisé sur le Fonds social européen. Côté États membres, ça risque de ne pas être la même chose, mais encore une fois, on aura la réponse dans la négo box. On peut imaginer que certains pays, comme l'Espagne de Pedro Sanchez, gouvernement socialiste, se mobilisent pour le FSE. Mais je doute que ce soit à la hauteur de la proposition du Parlement européen. Qui était déjà haute. Alors merci beaucoup Sophie. On va enchaîner avec notre deuxième partie en entrant un peu plus dans le détail de cette myriade de clubs dont on vous parlait au Conseil, qui s'activent pour tenter de faire avancer leur position. 50 nuances de clubs au Conseil, c'est donc l'objet de notre seconde partie. Sophie, qui dit négociation sur le budget européen dit, comme à chaque fois, disparité de position au sein du Conseil, on l'a compris. Dans une infographie sobrement intitulée « Le Tetris du budget européen », tu t'es penchée sur l'évolution des alliances entre États membres, Sophie. Et ce qui est important à noter, et ce que tu as noté, c'est que justement, il y a quand même
des évolutions Mm. dans cette négociation par rapport aux clubs qu'on a connus précédemment. Oui, les clubs qu'on a connus précédemment, on en a déjà parlé, hein. Ce Mm. sont les Amis de la cohésion, ce sont les frugaux, ceux qui veulent voilà, un budget voilà, le plus réduit Mm. possible, qui sont opposés à tout instrument de dette commune, par exemple. On a aussi les pays qui défendent la politique agricole commune, comme la France. Mm. Donc on avait ces clubs-là très établis. Ces clubs-là existent toujours. Mm. Ils continuent de se faire voilà, de s'opposer. On l'a vu au dernier Conseil Affaires Générales de la semaine dernière, Mm. où on avait les pays de la cohésion qui sont arrivés avec un document de position. Quelques semaines plus tard, on avait un document de position de la Suède soutenu Mm. par les frugaux. Donc on a toujours ce jeu-là, mais tout ça c'est un peu complexifié parce qu'on a d'abord voilà, des nouvelles urgences, Mm. des nouvelles priorités comme la défense. Et avec cet objectif de renforcer la défense européenne, certains pays vont bouleverser un peu leur position habituelle ou former de nouveaux clubs. Et Mm. c'est comme ça qu'on a vu le Danemark annoncer, avant même la proposition Mm. de CFP, qu'il sortait du club des frugaux parce qu'il était prêt à dépenser davantage pour la défense et pour la compétitivité. Alors ça ne fait pas de lui un État Mm. dépensier, mais voilà, ces lignes ont bougé et voilà, ça pourra faciliter peut-être la négociation. Ouais, c'est digne d'une série Mm. sur une grande plateforme dont je ne citerai pas le nom, ces négociations. Alors, il y a un an, Sophie, quand la Commission européenne a présenté sa copie, tu l'as dit, mais ce qui était extrêmement marquant, c'est cette structure du futur CFP profondément quand même bouleversée, il faut bien le dire. Euh, Depuis un an, comment ont évolué les États membres et qu'est-ce qu'on sait de leur position, de leurs sentiments aujourd'hui sur cette structure profondément bouleversée? Est-ce qu'il y a une tentation de revenir à l'ancienne structure? Est-ce que finalement il y a eu une adhésion à la copie de la Commission? Moi, je dirais que globalement, les États membres valident la structure, mais globalement. Hmm. Ensuite, ils valident ou ils soutiennent en tout cas globalement cette nouvelle structure, mais tout en mettant toute une série de conditions et chaque État met ses propres conditions. Par exemple, on peut penser à la France qui va être peut-être globalement d'accord avec la structure, mais à Hmm. condition qu'il y ait un budget sanctuarisé et à la hauteur pour la PAC, et à condition qu'on ait vraiment une PAC avec un règlement, ses propres règles, en dehors du grand fonds qui fusionne, enfin qui regroupe plusieurs politiques, comme le voulait la Commission européenne. Alors justement, Mm. je me permets de te couper, Sophie, pardon pour ça, mais il y avait une question de Yves qui nous demande si nous en savons plus sur les arbitrages en cours. Alors au niveau ministériel, quant au contenu du futur PPNR français, on est justement dans le cadre que tu évoques. Est-ce qu'il y a des travaux préparatoires en amont de l'adoption du règlement? Alors c'est peut-être tes confrères de Contexte Agro à Paris qui suivent ces négociations de manière plus fine au niveau ministériel français. Est-ce qu'on sait s'il y a déjà des travaux à ce stade? Oui, il y a déjà des travaux. Après, c'est difficile d'y voir clair Mm. parce que c'est des travaux préparatoires. Les règlements n'ont même pas encore été adoptés, mais c'est sûr que dans tous les États membres, on se prépare à appliquer ce nouveau CFP. On se prépare en élaborant différents scénarios. Alors, on a entendu des choses, mais c'est encore trop tôt pour savoir ce qui se prépare un peu plus concrètement. Et c'est non seulement les collègues de Contexte Agro, mais Mm. aussi de Contexte Pouvoir à Paris Oui, qui vont suivre ça. bien sûr. Ce sera intéressant de voir la place accordée aux régions dans Mm. l'élaboration du plan national français. Ce sera intéressant aussi de voir comment les différents ministères travaillent ensemble, Oui, parce que jusqu'ici, par exemple, s'il c'était y a de la essentiellement transversalité. voilà, le concept d'un nouveau grand fonds Mm. qui regroupe plusieurs politiques. Alors dans ce nouveau grand fonds, on a la politique agricole, on a la politique de cohésion, Mm. on a la pêche, on a également les affaires intérieures, l'immigration, le social. Donc comment tout ça va être arbitré Mm. au niveau ministériel en France, ce sera très intéressant à suivre. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Et alors, pour revenir sur la question de la nouvelle structure du CFP et des États membres, tu me racontais en préparant ce live que les États ont quand même beaucoup aimé le concept de ce fameux fonds pour la compétitivité, qui lui aussi était Mm. une nouveauté. Et ça fait partie des concepts
qu'ils ont aimé. Est-ce que c'est la même chose côté Parlement? Oui, globalement, le Fonds pour la compétitivité a assez bien vu. C'est une négociation qui n'est pas facile pour autant parce qu'il y a des points sensibles comme celui sur l'excellence, Mmh. l'équilibre géographique qu'on a évoqué. Mais globalement, c'est un concept qui est vu assez favorablement au Conseil comme au Parlement européen. Et pour certains États membres, c'est même comment dire, une ligne rouge. L'Allemagne, par exemple, a dit la structure actuelle avec ce grand fonds qui regroupe plein de politiques Mmh. traditionnelles, mais cet autre fonds à côté, ce fonds pour la compétitivité, cet équilibre, il nous va bien, il faut le garder. Si on touche à ça, on rejettera le budget, a prévenu l'Allemagne. Donc ça, Méfiance. voilà. Quand l'Allemagne dit ce genre de choses, on se Mm. méfie. Alors, question de Thomas, justement, qui nous interroge sur le fonds de compétitivité. Les États membres frugaux souhaitent-ils revenir sur les montants du fonds de compétitivité? Est-ce que, à ta connaissance, ça fait partie des points qu'ils ont fixés comme des points de négociation, des lignes rouges, des Euh, choses qu'ils aimeraient revoir? Je pense que les frugaux préféreraient couper dans le premier pilier du Mm, CFP, c'est-à-dire celui dans lequel on trouve la politique agricole mm, commune, la politique de cohésion, et, enfin, voilà, et toutes les autres politiques que j'ai citées avant. Je pense que les frugaux sont très favorables au Fonds pour la compétitivité et ils préféreraient des coupes, voilà, dans la PAC, dans la cohésion, dans les dépenses administratives de l'Union européenne aussi, mais ou pourquoi pas aussi dans Global Europe, le Fonds mm. pour l'action extérieure de l'Union européenne. Mais pas tant que ça dans le Fonds pour la compétitivité. Le chancelier Merz lui demandé des coupes transversales. Ça veut dire qu'il veut garder la même proportion de chaque enveloppe, mais on coupe un peu dans chaque enveloppe, Un peu mais de partout. manière proportionnelle. On reconnaît bien là l'Allemagne, sans jugement aucun pour les auditeurs allemands qui pourraient nous écouter. Question de Thomas qui nous interroge sur le cadre de performance. Est-ce que ce cadre polarise autant au Conseil qu'au Parlement, Sophie? Oui, c'est un sujet vraiment sur lequel j'ai envie de me pencher davantage parce que c'est Mm, un règlement très important qui va être vraiment fondamental. C'est aussi un règlement qui fait l'objet d'énormément de lobbying mm. parce que c'est le règlement qui fixe à la fois des grands objectifs transversals pour Transversaux, ouais. l'intégralité du Mm, CFP. Donc on a par exemple un objectif en termes d'environnement et de climat, enfin de dépenses mm, favorables pour l'environnement et le climat. Et on a aussi tous les indicateurs pour mesurer l'efficacité de la dépense européenne dans tous les secteurs qui sont regroupés dans ce règlement. Donc c'est un règlement très stratégique. Au mm. Parlement européen, il va faire l'objet d'une négociation assez musclée. A priori, on attend, c'est le dernier règlement qui sera adopté au Parlement Mm. européen parce que c'est limite le plus stratégique du point de vue du Parlement européen. Du côté du Conseil, c'est aussi un règlement qui est perçu comme très stratégique, mais peut-être la négociation est plus facile. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que la présidence chypriote du Conseil de l'UE Mm. voulait un mandat partiel, enfin, en tout cas quasiment finir les négociations d'ici à la fin juin. Donc Donc ça va avancer plus vite au Conseil qu'au Parlement. oui. Donc, pour répondre à la question de Thomas, on est sur quelque chose qui polarise moins, même s'il y a une notion de stratégie qui est bien présente dans les deux institutions. Merci beaucoup. Sophie, alors on a parlé des négociations ensemble sur le règlement général. Il y a aussi toute une série de négociations parallèles sur des sujets plus sectoriels, plus techniques, mais qui restent extrêmement intéressants à observer, Sophie, dans la séquence qu'on vit en ce moment. Oui, donc là, on parlait par exemple du règlement Mm, performance, mais en plus du règlement général, on a toute une série de textes qui découlent du CFP. On en a une vingtaine de mémoire. Et donc, ces négociations se déroulent en parallèle des négociations sur le règlement général, sur les grands chiffres du CFP. Côté conseil, on devrait avoir des approches générales, c'est-à-dire des mandats, en tout cas partiels, parce qu'il manquera les mm, chiffres, d'ici la fin de la présidence chypriote, d'ici la fin juin. On devrait avoir ces mandats partiels sur les 3 textes clés qui découlent du CFP, donc les plans nationaux, mm, qui incluent PAC et cohésion, Fonds pour la compétitivité, mais mm. aussi Global Europe, action extérieure de l'Union européenne.
D'accord. Et le Parlement, lui, se laisse un peu plus de marge de manœuvre? Il se laisse un peu plus de temps parce qu'il a prévenu que de toute façon, il ne commencerait pas les négociations tant qu'il n'y aura pas de chiffres. Donc les chiffres sont attendus au plus tôt en décembre du côté du Conseil européen. Donc côté Parlement européen, on adoptera les mandats Hmm. d'ici fin novembre. Ou début décembre, Si on tient le voilà, c'est calendrier, ça. on A l'espère. priori, ça devrait être le cas. Question de Marco qui nous interroge sur le financement alors des think tanks au niveau européen. On est peut-être un peu pointu pour ce matin, mais je tente ma chance. Benjamin Haddad, en réponse à un rapport du Haut Commissariat au Plan, voulait porter le financement pérenne au niveau européen. Où est-ce que cela en est? Est-ce qu'on peut répondre à Marco ou est-ce qu'on est un petit peu trop niche pour ce matin? Non, c'est quelque chose qu'on a suivi chez Contexte Pouvoir. Effectivement, Mm, Benjamin Haddad a fait ces propositions dont on a parlé dans le briefing de Contexte Pouvoir. mm. Mais à ce stade, je ne sais pas où ça en est depuis Très les bien. Eh propositions de bien, je vous Benjamin invite à Haddad. relire les briefings de Contexte Pouvoir et on sera ravis de vous éclairer dans ce cadre. Alors, il y a une étude qui a montré que le budget proposé, parce que bon, on parle de ce super budget, une enveloppe jamais connue aussi conséquente, que le budget proposé ne couvrira a priori que 10 à 30 des besoins d'investissement identifiés par deux rapports qui ont quand même beaucoup structuré le début de second mandat d'Ursula von der Leyen, les rapports Draghi et l'État. Alors, l'idée d'un nouvel emprunt commun soutenu par la France est-elle complètement exclue à ce stade des discussions au sein du Conseil? Parce que c'est vrai qu'on en entendait beaucoup parlé il y a quelques mois. Où est-ce que ça en est aujourd'hui, Oui, Sophie? cette idée d'un emprunt commun, elle Mm. figurait d'ailleurs dans le rapport Draghi. Oui. Alors, où est-ce que ça en est? La France continue de se dire favorable à cette option. On a d'autres États qui reviennent régulièrement avec le sujet, comme Mm. l'Espagne, mais c'est une minorité parce qu'en face, on a les États dont on a déjà parlé, les États frugaux qui sont complètement opposés à tout nouvel emprunt commun. Par exemple, l'Allemagne de Friedrich Merz voilà, pour elle, ce n'est pas possible. Mm. Friedrich Merz l'a répété encore, c'était il y a quelques semaines, dans un discours à Aix-la-Chapelle Mm. pour la remise d'un prix justement à Mario Draghi. Friedrich Merz a endossé les conclusions du rapport Draghi en reconnaissant le besoin d'investissement identifié par Mario Draghi, Mm. tout en s'opposant à un nouvel instrument de dette commune, en disant que c'était impossible pour l'Allemagne de choisir cette option-là. Alors par contre, on peut souligner qu'au dernier sommet informel des chefs d'État et de gouvernement à Chypre, c'était fin avril, Mm. l'idée de renégocier, de redéfinir le plan de remboursement de la précédente dette contractée pendant la crise du Covid-19. L'idée de d'étaler différemment le remboursement de la dette ou de repousser le remboursement de la dette a fait son retour. Merci beaucoup, Sophie. On va terminer peut-être par rappeler les grandes étapes à avoir en tête au Mm. Conseil et ailleurs, Sophie, après le sommet de juin, hein, des 18 et 19 juin, où tu seras évidemment Mm. présente pour couvrir ce sommet. Qu'est-ce qui nous attend après ça? Après ça, on a l'été, donc la présidence irlandaise du Conseil de l'UE qui commencera début juillet, qui va, sur la base de ce qui se sera dit pendant le sommet Mm. européen, pouvoir retravailler la négo-box. On devrait a priori avoir une nouvelle négo-box à l'automne, on ne sait pas encore exactement quand. Et ensuite, on va avoir 3 sommets européens qui seront notamment consacrés au CFP. Un en octobre, un sommet spécial CFP fin novembre, et enfin le sommet de décembre qui est censé conclure les négociations sur les Mm. grands équilibres du CFP. Et tout ça devra ensuite passer au Parlement européen et faire l'objet d'un vote de validation. Merci beaucoup, Sophie. Et il est déjà l'heure de vous quitter. Je vous conseille avant cela quand même 3 articles de contexte. Le Tetris du budget européen, je vous en ai déjà parlé. Ce n'est pas un caprice de vouloir conclure les négociations sur le budget de l'Union fin 2026, estime Antonio Costa. Ça, c'est l'entretien donc accordé par le président du Conseil à Contexte, évidemment, où il refixe cet agenda très ambitieux. Et puis le Fonds pour la compétitivité tiraillé entre excellence et équilibre géographique pour aller plus loin sur l'un des sujets que nous avons abordés
Ce matin, c'est la fin de ce live spécial consacré aux négociations sur le futur cadre financier pluriannuel. Merci encore pour votre fidélité. Merci évidemment à Sophie pour sa disponibilité et la qualité de nos échanges, à Samuel pour la modération, aux équipes de Yellow Screen qui réalisaient ce live depuis Bruxelles. Pour aller plus loin, évidemment, je vous invite à vous plonger dans les briefings de nos éditions Pouvoir en français et Power, sa verticale voisine en anglais. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Vous pouvez évidemment nous réécouter en podcast sur votre plateforme préférée si vous ne pouviez pas nous suivre en direct ce matin. Très bonne journée.